Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos, mais également à cliquer sur la cloche afin de ne surtout rien rater de l'actualité de la chaîne. Sur ce, commençons. Nos sociétés modernes doivent gérer une quantité toujours plus importante de déchets. Entre les appareils qui ne marchent plus, les vêtements qui ne sont plus à la mode, les emballages plastiques individuels, des câbles de votre nouvel ordinateur, nos sociétés n'ont jamais généré autant de déchets. Pour autant, les déchets ne sont pas une invention récente. Car si Rome a été bâtie historiquement sur 7 collines, la ville éternelle abrite une 8e colline, le mont Testaccio. Non, il ne s'agit pas d'une croissance naturelle due aux caprices de notre planète, mais bel et bien d'une colline artificielle. Cette dernière est en effet constituée, comme son nom l'indique, de tessons, les restes de quelques 5 millions d'amphores, qui servaient à l'époque à transporter de l'huile et qui étaient cassés sur place une fois leur office rempli, s'amoncelant au fil du temps pour former une immense structure de 50 mètres de hauteur. Mais bien avant la Rome antique, et avant même l'apparition des primates que nous sommes, la nature devait déjà gérer les déchets générés par la biomasse. En effet, pendant toute sa vie, un organisme vivant quel qu'il soit va chercher à transformer la matière qui l'entoure pour en tirer de l'énergie nécessaire à sa subsistance en générant au passage des déchets. Pensez un peu que le CO2 que vous rejetez, votre urine, vos matières fécales, les diverses sécrétions de votre corps, ou même vos peaux mortes ainsi que vos poils et cheveux sont autant de déchets que vous allez générer tout au long de votre vie. Et même, en ce moment, vous générez un déchet important qui est le dioxyde de carbone que vous rejetez via votre respiration et qui vient directement du fait de maintenir votre corps en vie. 0 CO2 rejeté. Bien, mais quand vous me parlez, vous rejetez du CO2 pourtant, non? Pas du tout. Avant l'apparition même des sociétés humaines, la nature avait donc déjà réussi à trouver un moyen de recycler ou transformer tous ces déchets de manière continue. Il existe ainsi une ribambelle d'animaux, de champignons ou de bactéries capables de dégrader tous ces restes de matière biologique afin de les réintégrer au fur et à mesure dans la chaîne alimentaire. Même le gaz carbonique, que rejettent en permanence tous les êtres vivants de la planète, fait partie de ce cycle de retransformation incessant dans le monde biologique. En effet, les plantes, via la photosynthèse, parviennent à décomposer le dioxyde de carbone et l'eau grâce à l'énergie récupérée dans la lumière solaire, pour ensuite réassembler le tout en une molécule plus grosse, comme par exemple du glucose. Et justement, en parlant des plantes, si de nos jours nous sommes habitués à voir de grands et majestueux arbres, il n'en a pas toujours été ainsi sur notre belle planète. En effet, les plantes qui poussent sur notre bon vieux plancher des vaches ont dû, elles aussi, comme les animaux, partir à l'assaut de la terre ferme. La vie ayant débuté sur notre planète dans l'eau des océans, il fallait un ensemble d'innovations pour réussir à s'aventurer sur la terre ferme. Pour commencer, contrairement aux océans ou aux cours d'eau, où justement le précieux liquide est disponible en quantité toujours suffisante, ce n'est pas du tout le cas sur Terre. Également, le soleil y tape bien plus fort, puisqu'il n'est ici plus question de profiter du rôle d'écran protecteur joué par le fameux monoxyde de dihydrogène. Encore un autre problème à déjouer, c'est que dans l'eau, le milieu environnant, par le biais de la poussée d'Archimède, va permettre de supporter les structures qui y sont plongées, quelle que soit leur taille et leur masse. Or, sur la terre ferme, rien de tout ça, il faut pouvoir supporter son propre poids. C'est à cause de ces raisons que la conquête de la terre ferme par les plantes s'est fait dans un premier temps par des espèces très basiques. Au tout début même extrêmement basiques puisque c'était des mousses. L'avantage c'est que c'est pas grand, ça peut supporter son poids parce que c'est petit, c'est spongieux donc ça peut garder l'eau, c'est très bien pour commencer, mais pour faire mieux, il faut bien entendu se complexifier. Les plantes ont alors appris à puiser dans le sol sur lequel elles poussaient des éléments pour créer des structures rigides. C'est ainsi que sont apparues les prêles géantes, qui utilisaient le silicate du sol pour créer ainsi de longs filaments solides et rigides qui tapissaient leurs parois cellulaires. Et d'ailleurs, les prêles existent toujours aujourd'hui. Alors certes, quand on voit qu'il ne subsiste de nos jours qu'une quinzaine d'espèces de cette famille qui étaient autrefois réparties presque partout à la surface du globe, on se dit qu'elles ont quand même grandement perdu de la superbe de leurs lointains ancêtres.
Mais si elles continuent d'exister, c'est aussi car elles n'ont jamais cessé d'utiliser les mêmes techniques redoutablement efficaces. Les filaments de silicate, très abrasifs, sont un immense problème pour les animaux qui usent leurs dents bien trop vite à essayer de mâcher cette plante. Finalement, c'est peut-être cette tactique qui lui a permis de perdurer jusqu'à nos jours, puisque seuls des animaux affamés prendraient le risque d'aller manger une plante aussi nocive pour leur dentition. Plus tard, les plantes se sont complexifiées avec l'apparition des fougères qui permettaient d'optimiser un peu plus la photosynthèse. La rigidité des parois cellulaires va petit à petit délaisser les silicates pour progressivement les remplacer par deux sucres synthétisés par la plante elle-même, la cellulose et l'hémicellulose, plus souples, mais pas réellement plus solides. Le grand intérêt, c'est surtout que la plante n'est plus dépendante de la nature du sol pour pouvoir créer ses propres structures. Mais toutes ces espèces, apparues au fil des âges géologiques, restaient extrêmement contraintes à une forme rudimentaire dans leur façon de pousser. En effet, sans matériaux solides mais souples, toutes étaient condamnées à ne pousser qu'en hauteur. Rapidement, en effet, la limite structurelle d'une telle architecture était atteinte, la masse de leur propre corps ne pouvant plus être supportée par le pied de la plante, cassant ainsi lors de fortes bourrasques de vent, ne restait alors pour la plante qu'à repartir depuis son pied s'il était possible de le faire, sans quoi elle était vouée à une mort certaine. Puis, il y a environ 359 millions d'années, à la fin du Dévonien, les plantes vont inventer un matériau révolutionnaire. Une nouvelle molécule, un nouveau sucre, qui permet de rigidifier les structures une fois polymérisées. Souple et solide à la fois, comme diraient les inconnus. Souple et solide à la fois. Cette nouvelle molécule, qui arrive comme un petit miracle, est connue sous le nom de lignine. Et non, rien à voir avec un dirigeant de l'URSS. Alors, en soi, la lignine est une molécule très simple qui peut facilement être obtenue à partir du glucose que les plantes produisent par la photosynthèse de manière courante. Grâce à cette nouvelle molécule, une nouvelle catégorie de plantes fait son apparition, les plantes ligneuses, c'est-à-dire les plantes fabriquant du bois. Grâce à ce bois, elles peuvent être maintenant plus grandes, car ce dernier est à la fois plus solide et plus souple. Grâce également à son élasticité et à sa solidité, les plantes peuvent maintenant prendre des formes plus complexes, avec des ramifications permettant de capter bien plus efficacement la lumière solaire, mais également d'empêcher la concurrence de voir le jour. Les plantes ligneuses vont ainsi connaître un succès phénoménal, se mettant à conquérir sans cesse de nouveaux territoires, aidés par les propriétés presque miraculeuses de cette nouvelle molécule, leur offrant un avantage conséquent sur les autres végétaux. Cependant, il reste un problème, et de taille même. Aucune espèce vivante de l'époque ne sait digérer cette nouvelle molécule. Le fait qu'elle vienne d'être inventée, qu'elle n'ait jamais auparavant été présente dans l'environnement, fait qu'aucune espèce animale, aucun champignon, aucune bactérie même, ne sait décomposer le bois à cette époque. Alors, lorsqu'une plante meurt, son bois reste là. Alors certes, avec le temps et l'assaut des éléments, le cadavre d'une plante ligneuse va petit à petit être cassé en différents morceaux plus ou moins gros, mais en dehors de ça, le bois va rester là. C'est un nouveau déchet que la nature ne sait pas gérer et qui va petit à petit envahir l'environnement. Il va donc en effet s'accumuler, au fur et à mesure des générations de nouveaux arbres, être recouvert par les différents sédiments et se fossiliser. Bon, bien entendu, au bout d'un moment, la nature va faire son œuvre, et les espèces vivantes trouveront comment faire pour digérer cette manne immense, évitant que le bois ne continue à s'amonceler indéfiniment. Mais il sera en revanche bien trop tard par contre pour les premières productions de bois, déjà enterré et en cours plus ou moins avancé de fossilisation quand la digestion du bois fait son apparition. Tout ce bois produit à une époque où il n'était pas possible de le digérer, impossible à recycler, donc lors de la fin du Dévonien, va ainsi après sa fossilisation produire de grands gisements de charbon. Et puisque les plantes ligneuses ont réussi à conquérir quasiment l'intégralité des terres de l'époque, on retrouve donc de tels gisements un peu partout sur Terre. Et justement, cette période géologique, où l'on trouve des gisements de charbon un peu partout, est nommée du fait de la spécificité de cette couche riche en charbon, le Carbonifère. Oui, c'est plutôt logique comme nom, puisque étymologiquement, le nom de l'élément carbone provient du fait qu'il est l'élément principal du charbon, qui en latin se dit carbonis. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peu partout sur Terre se trouve une couche géologique riche en charbon, datant du moment où les plantes se sont mises à fabriquer de la lignine et ainsi former du bois pour la première fois.
Pensez donc que la révolution industrielle, qui a à jamais changé le rapport des sociétés humaines aux technologies et aux sciences, est basée essentiellement sur un nouveau déchet généré par les plantes il y a environ 359 millions d'années. Tous nos progrès en technique, en mécanisation du travail, l'énergie principale utilisée depuis des décennies pour nous fournir de la chaleur, de l'électricité, ou pour faire fonctionner les machines, tout ça n'est que le résultat de l'amoncellement dans des proportions gigantesques des cadavres des toutes premières plantes ayant commencé à synthétiser du bois, qui, à cette époque, ne pouvait être digéré par aucun organisme sur la planète. À la mort des plantes ligneuses, leur bois restait ainsi sans se décomposer et s'amoncelait au fur et à mesure des générations. Il était petit à petit recouvert et commençait ainsi à se fossiliser. Le succès phénoménal des premières plantes ligneuses, qui annonçait l'arrivée prochaine des arbres avec des formes toujours plus complexes, a fait que cette couche riche en charbon se retrouve quasiment partout à la surface de notre globe. Car en effet, la lignine n'étant pas soluble dans l'eau, elle est donc un déchet qui peut rester plusieurs centaines d'années dans le sol. Sans compter qu'en quantité importante, elle ralentit les processus de décomposition des autres matières organiques. Également, même si l'on n'a pas de preuve formelle de ce lien, il est fortement supposé que la quantité massive de carbone atmosphérique piégée dans le charbon fossilisé soit plus ou moins directement responsable d'une augmentation de la quantité de dioxygène dans l'air de l'époque. Augmentation de la quantité de dioxygène qui est à la base quelques temps plus tard de la soudaine croissance observée chez les arthropodes terrestres et les amphibiens, qui vont alors connaître une période de gigantisme. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, comme on peut le voir, la nature sait s'adapter aux pollutions nouvelles qu'elle rencontre. Simplement, il lui faut du temps. Pour citer un grand philosophe... Non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. La nature finit généralement par venir à bout des problèmes qu'elle rencontre, par trouver une solution, si tant est qu'on lui laisse la possibilité de chercher et d'explorer l'espace des possibles afin de gérer cette nouvelle source de pollution, et pourvu également que la quantité à gérer ne soit pas trop brutale, en trop grande quantité, et n'arrive trop rapidement, avant que tout ne soit irrémédiablement atteint et ne succombe. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant l'apparition des plantes ligneuses et les conséquences environnementales, géologiques, ainsi que plus tard sociétales par l'exploitation humaine du charbon fossile qu'elles ont ainsi généré. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.